Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un petit point sur les valeurs américaines, on va faire des analyses techniques et puis on parlera un peu aussi du contexte sur certaines pour éventuellement des achats ou des ventes, voir un peu les perspectives qu'on peut avoir sur les prochaines semaines et les prochains mois sur pas mal d'actions US. C'est alors quasiment toutes américaines, il y en a quelques-unes qui sont pas américaines mais qu'on peut trouver quand même sur le Nasdaq ou à New York en ADR, donc je les ai quand même mises ici, qui me semblent intéressantes. On verra évidemment les Batman, anciennement les 7 magnifiques. Et on fera un petit point donc sur ces valeurs-là. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On commence avec AbbVie, c'est une big pharma dans le secteur de la santé qui avait connu un petit creux ici, notamment suite à un de ces médicaments qui en développement qui a eu des problèmes, notamment en termes d'efficacité et d'autorisation. Donc on avait baissé énormément. On retrouvait la moyenne à 200 et puis ici on avait donné plutôt un signal d'achat intéressant sur la valeur qui a été confirmé depuis parce qu'on a fait un gap haussier. Alors, on n'a pas encore comblé le gap baissier ici du mois de novembre, mais on est toujours quand même plutôt largement favorable sur cette valeur qui a un gros portefeuille et qui continue d'engranger énormément d'argent. Donc, moyen-long terme, on est toujours plutôt favorable et c'est confirmé par la dynamique qu'on vient d'avoir, notamment à la fin du mois de janvier. Adobe, on est plus négatif, malheureusement. Le problème sur Adobe, c'est l'intelligence artificielle qui semble prendre des parts de marché à la Adobe et à ses suites logicielles. Et malgré le fait qu'elle en mette aussi dans ses produits, pour l'instant, le marché joue plutôt l'IA comme quelque chose de pénalisant pour Adobe et plutôt intéressant pour ses concurrents. Donc, on a des chutes, des gaps baissiers ici au mois de septembre, un deuxième ici au mois de décembre. Entre-temps, là, on les a jamais comblés. On casse un à un les supports, on le voit. Alors on revient ici sur les 402, c'est intéressant, 402 ou 376, c'est des niveaux assez importants, assez clés sur Adobe. Donc peut-être qu'on va avoir peut-être sur ces niveaux-là une réaction, mais pour l'instant c'est toujours baissier. Il faudra beaucoup de temps sur Adobe, malgré les volumes intéressants, mais pour l'instant c'est plutôt des volumes à la baisse. Avant de redevenir acheteur, pour l'instant les investisseurs n'y croient pas. Et oui, si on retrouve des niveaux comme ça, 376 qui pourraient être achetés, ça pourrait être intéressant. Pour l'instant, ça reste baissier. AMD. Alors le problème sur AMD, c'est pareil, c'est que le marché n'y croit pas. Alors on les a pourtant catalogués dans une catégorie un peu moins intéressante, enfin un peu moins performante que Nvidia. C'est-à-dire que Nvidia visait surtout la top qualité et AMD un petit cran au-dessous, ce qui devrait quand même leur permettre d'avoir des parts de marché intéressantes, mais pour l'instant ça ne fonctionne pas cette stratégie. Les résultats qui ont été donnés ont été décevants et elle ne vend pas assez de puces. Et quand on va voir Nvidia, le graphe qui est pas du tout pareil, et celui d'AMD, on est clairement dans quelque chose de vendu, avec là aussi gap baissier au mois de novembre, gap baissier au mois de décembre, gap baissier au mois de janvier, ils sont jamais comblés. On est sous la moyenne à 200. Alors là aussi, on revient sur un niveau intéressant, notamment les 104. Est-ce que ça va permettre de stopper la chute? Peut-être. Mais avant de stopper la chute, alors déjà, il faut rebondir, il faut reconstruire. Et ça passe par un temps aussi de construction où on n'est pas forcément sorti et qui ne débouchera pas forcément sur un retournement. Donc, on va avoir tout ce temps-là d'incertitude si on arrive à casser les 118, 120. Et après, ça dépendra de beaucoup de choses, du contexte aussi. Mais là aussi, c'est une valeur sur laquelle on peut difficilement investir ou alors très court terme pour jouer le rebond technique sur les 104 et se préparer à sortir ou à monter les stops en cas d'invalidation. Mais le cours reste baissier sur AMD, c'est plutôt négatif. Airbnb, alors il y a eu pas mal de lois anti-Airbnb un peu partout, ce qui a fait un peu chuter le titre, qui était plutôt bien orienté depuis 2023, on le voit, 10 janvier 2023, on fait que monter. On était dans un canal haussier, puis finalement, on revient sur la moyenne à 200. Ici, on la casse. Il y avait un gap qui avait été comblé ici.
On décroche complètement. On comble le gap quand même au mois de novembre. On revient ici, encore un échec sur la moyenne à 200. Alors, positif et négatif, parce qu'on voit quand même que la tendance est plutôt négative, mais on a quelques échecs sur la moyenne à 200, on a des plus hauts de plus en plus bas, on a des rachats sur support à 126, on a une congestion ici du cours entre le mois de novembre et actuellement début février. C'est-à-dire que si on arrive à ressortir autour des 136, 137, 138 par là, et qu'on accumule sur ces niveaux-là, ça devrait permettre d'attaquer les 142 et peut-être d'acter un retournement long terme, et donc de se positionner. C'est ce scénario-là qu'on pourrait éventuellement jouer sur Airbnb. Alphabet, alors le problème sur beaucoup de tech américaines, c'est les investissements. Les investissements qui sont jugés beaucoup trop importants par rapport à ce qu'ils rapportent. Pourtant, ça semble être quand même une bonne stratégie et ça devrait rapporter ces prochaines années à la fois des augmentations de marge, des bénéfices en plus, beaucoup de choses qui vont tirer un peu les tech américaines. Là, alors on a eu ça depuis déjà pas mal de trimestres. À chaque fois, les résultats, les investisseurs nous disent les investissements dans l'IA sont trop importants par rapport à ce qu'ils rapportent. Mais après, c'est racheté, c'est-à-dire qu'on a des chutes sur le résultat. On l'avait déjà eu ici l'année dernière. C'est pareil sur Amazon qu'on va voir après. Et derrière, c'est finalement plutôt racheté parce que les chiffres sont quand même bons. Donc là, c'est un peu la même chose sur Alphabet. Les résultats sont arrivés. Ça a été vendu un peu sévèrement, selon moi. Mais on revient sur peut-être... alors, combler le gap ou pas, je sais pas. On en revient sur les 181. Ça pourrait aussi être des niveaux d'investissement intéressants. Moi, je suis investi sur Alphabet et j'ai pas trop envie de partir pour le moment. Ça me semble quand même une valeur super favorable pour l'avenir, pour la capacité qu'elle a et son positionnement stratégique aussi de leader sur les recherches internet, la publicité aussi. Donc je verrais plutôt ces baisses comme des points d'entrée intéressants pour jouer le moyen long terme sur Alphabet. Amazon, c'est la même chose. L'investissement dans l'IA, des milliards de dollars, des dizaines de milliards de dollars. On n'est pas loin de 100, je crois que c'était 75 ou 95 pour Alphabet et Amazon. C'est jugé beaucoup, mais là aussi, ça avait déjà été le cas dernièrement. Les résultats... Je crois que c'était ici, à août 2024, on avait bien baissé. Et puis derrière, c'est racheté. On fait des gaps haussiers qu'on comble jamais. Donc pour moi, c'est pareil. Éventuellement, les 214, 215 pourront s'acheter si on y revient, mais c'est même pas sûr. On reste toujours quand même positif à moyen terme. À court terme, on sait qu'on valorise un peu haut, qu'il y a un peu de tension sur toutes les techs américaines, mais ça semble favorable. Alors là, on voit qu'on est un peu haut niveau MACD. C'est pour ça que l'investissement aujourd'hui et pas forcément la meilleure des choses, mais peut-être dans quelques jours ou dans quelques semaines, oui, et même si on a des bonnes nouvelles, une politique qui s'inverse, on pourrait repartir beaucoup plus tôt sur les techs américaines, donc plutôt favorable. Apple, qui a donné des résultats. Alors, le problème d'Apple, c'est les téléphones portables qui ont été un peu décevants, mais sinon tous les autres secteurs sont plutôt favorables, à savoir les services et puis les iPads et les Mac. Donc ça a été... ça, c'est un marché quand même porteur. Alors les services, ça va dépendre aussi des téléphones. Si on vend pas assez de téléphones, tous les services qu'on va vendre derrière vont pas exister. Le problème aujourd'hui, c'est les téléphones chinois qui prennent pas mal de parts de marché. Apple, il reste quand même au top dans les ventes, même si ça s'est un peu effrité, ça reste un leader. Intéressant parce que techniquement, était revenu sur les 219, moyenne à 200, on rebondit. Les résultats arrivent, achetés puis vendus. Finalement, on fait quoi? On fait de l'accumulation, voire de la congestion ici, au-dessus de la moyenne à 200. Donc pour moi, on a fait le petit dessin, c'est ça, quelques semaines d'incertitude avant certainement un redémarrage d'Apple. Pour le moment, c'est plutôt intéressant quand même les chiffres. Il faudrait un effondrement dans le prochain trimestre pour qu'Apple confirme pas. Voilà. ARM, je crois qu'elle est anglaise, je suis pas sûr, mais elle est avec SoftBank notamment, qui est une banque britannique. ARM qui est impliqué dans le projet Stargate avec les milliards investis dans l'intelligence artificielle, dans la construction de data centers, dans les centres de données.
etc. Donc avec quelques autres acteurs, je crois qu'il y a Oracle ou Broadcom, il y a ARM, enfin il y a beaucoup d'acteurs tech aussi qui sont concernés. Le gouvernement américain qui va pousser dans ce sens-là également. Et il y a la France aussi qui essaye de concurrencer, mais ils nous font rigoler pour le moment sur l'intelligence artificielle. Mais bon, évidemment, hein, les Américains ont des années d'avance et des milliards d'avance, donc on va plutôt jouer ces valeurs-là. Et ARM, donc, qui avait, alors, je crois que c'est septembre, ouais, c'est ça, septembre 2023, introduction en bourse. Les premiers résultats largement achetés, on avait tout explosé, multiplié le cours par deux. Et puis, on le voit, ça continue, hein, cet oblique long terme sur lequel on est revenu. Finalement, alors on était peut-être allé un peu haut rapidement, mais au fil du temps, au fil des résultats, au fil des bénéfices qui arrivent, bah, les ratios ils redeviennent un peu plus normaux ici et on devrait continuer, hein, cette performance, cette croissance qu'on a ici sur l'oblique verte qui ne fait que monter. Donc on a eu des bonnes nouvelles dernièrement, un changement de tendance aussi au niveau des chandeliers, hein, beaucoup de volatilité, beaucoup de volume. Pour moi, ça va encore pumper et on va dépasser les 200 en 2025. Donc, une belle valeur à avoir. Hein, on rappelle, hein, c'est la propriété intellectuelle sur les plus de téléphones portables qui ont, je crois, plus de 90% des téléphones et des smartphones dans le monde. Donc, c'est eux qui prennent des royalties à chaque fois. Et ils sont en train de s'investir aussi plus sur les serveurs dernièrement pour gagner des parts de marché. Donc, c'est vraiment un monstre. Berkshire Hathaway. Alors, ça, c'est la A. Si vous avez les moyens, hein, 700 000 euros, on va plutôt regarder la B, qui est un peu plus accessible. C'est la même chose, hein, sauf qu'elle est beaucoup moins chère, pardon, que la A, mais ça suit, hein, les mêmes tendances. C'est la valeur notamment de notre ami l'oracle d'Omaha, Warren Buffett, qui a une sorte de portefeuille d'actions où il a un peu, alors beaucoup d'actions lui, et on le disait, hein, notamment dans la construction de portefeuille. Plus on a un portefeuille grand, plus on peut avoir de lignes parce qu'on peut jouer différents secteurs et on va lisser un peu la performance, on va éviter les risques. Au contraire d'un petit portefeuille où on doit avoir que quelques lignes. Donc Berkshire Hathaway, je ne vais pas détailler ici toutes les entreprises qu'il a, mais il a beaucoup de valeurs américaines, hein, notamment au Dow et au Nasdaq. Et on le voit que ça fait que monter, notamment depuis le Covid. On voit la progression qui a été impressionnante. Hein. On était ici à peine sur les 200, on dépasse les 400. Donc, alors c'est pas des performances dignes de tech non plus, mais ça monte gentiment, c'est plutôt apprécié par tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut voir sur Berkshire Hathaway? C'est cet oblique long terme sur lequel on va revenir peut-être ici au printemps. Donc on a un échec autour des 484 avec une résistance. Septembre 2024, novembre 2024, là on n'est pas loin non plus. Le temps que les moyennes remontent, peut-être un petit tassement ici, et puis quand on va taper les 485, en gros, on pourrait peut-être repasser à l'achat sur Berkshire Hathaway, Boeing Company. Alors ils ont beaucoup de problèmes avec leurs avions. Et dernièrement, il y a un petit rebond là. Ouais, c'est compliqué, hein, ce qui s'est passé sur Boeing avec les problèmes de porte, les problèmes de roues, de moteur. Il y a tout eu quasiment sur Boeing. Et malgré ça, pourquoi ils s'en sortent un peu? Parce que le problème, c'est le carnet de commandes. Il est tellement long, notamment, alors que ce soit sur Airbus ou d'autres, que si vous voulez des avions, vous êtes obligé quand même de les commander à l'avance pour, alors je crois que c'est 5 ou 10 ans. C'est en termes de livraison, les délais sont quand même assez importants, donc ils continuent quand même d'avoir des commandes. Le souci, on le voit, hein, c'est avec les problèmes, on était baissier, notamment depuis 2024. Et puis là, gros volume, octobre 2024, un début de réaction, on revient sur la moyenne à 200 et on est en train peut-être d'inverser la tendance sur Boeing. Ça reste assez faible et risqué quand même selon moi, mais techniquement on a quand même quelque chose qui se passe. Alors est-ce qu'on pourrait jouer peut-être une petite relance, hein, sur Boeing, peut-être pour jouer ici les 208? Techniquement ça peut se jouer. Maintenant au niveau du contexte, il faudra rester prudent parce qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle déconvenue sur Boeing. Broadcom,
C'est le dernier venu hein, parmi les très 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 grosses capitalisations américaines qui a changé les 7 magnifiques en Batman. Broadcom, c'est dans les puces notamment. On va le voir ici. Dans les semi-conducteurs, logiciels, infrastructures. Le gros gap haussier qu'on a eu récemment, fin d'année dernière, 13 décembre, vendredi 13, boum. Derrière la petite phase de congestion. Et puis le problème DeepSeek, DeepSeek qui met un peu la pression sur tout l'écosystème IA et semi-conducteurs. On fait un gap baissier, on baisse, et derrière, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une réaction ou pas? Et là, on la voit, la réaction de Broadcom. On remonte. On n'a pas encore comblé le gap, mais finalement, ça a été largement digéré et plutôt bien accepté par le marché. Alors, on est quand même proche des plus hauts. On a fait une progression assez phénoménale, là, parce qu'on avait pris 37% en 2 jours. Mais on peut attendre la fin de cette congestion ici, de cette temporisation, de cette accumulation pour peut-être repasser à l'achat dans quelques semaines. Ça reste favorable selon moi. Et on voit un signe de force sur ces rachats suite à DeepSeek. Coca-Cola. Moyen Coca-Cola. Alors là aussi, c'est entre deux. On a cette belle consolidation qui vient sur la moyenne à 200. On revient sur support, le support des 62. On le travaille, on fait échec sur moyenne à 200, échec, mais entre-temps, on est toujours racheté autour des 62. Donc on est entre deux. Pour vraiment relancer une belle séquence, il faudrait casser ici les 64, la moyenne à 200. A contrario, si on revient à casser les 62, 61, on pourrait être inquiet. Entre deux, là, on est presque dans du range. Alors on a quand même un peu plus favorable parce qu'on sent qu'on a des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts aussi qui peuvent aller taper un peu plus haut. Donc, éventuellement, on a un biais plutôt favorable, mais c'est en construction encore sur Coca-Cola DocuSign. Alors, on en parlait il y a assez longtemps, je crois que c'était 2023 2024, notamment pour une OPA, je crois qu'elle n'a pas eu lieu. Ça a bien monté. Donc, maintenant, DocuSign, je pense que le train est largement passé. On était sur les 50 ou 60 quand on en parlait. Derrière, elle a explosé ici sur les 110, notamment dans les signatures électroniques et certifications. Donc, plutôt prendre ses bénéfices maintenant. Parce qu'on a vu, le dernier plus haut là est quand même plutôt en phase d'être vendu. On est allé très haut aussi sur tous les indicateurs. Alors, il y a toujours le petit gap haussier ici. Sur DocuSign, mais pour moi, faut prendre ses bénéfices ici, éventuellement revenir autour des 68 si on y revient. Eli Lilly, donc c'est le concurrent de Novo Nordisk, notamment sur les médicaments et traitements anti-obésité avec les sémaglutides qui sont injectés, qui seront peut-être bientôt en pilule. Le problème, c'est les baisses de coûts, notamment de ces produits. Les effets secondaires aussi qui sont un peu compliqués. On commence à avoir du recul. Et voilà. Alors pourquoi on préfère quand même Eli Lilly? Parce que eux, ils n'ont pas que ça, ils ont aussi une division oncologie avec des thérapies contre le cancer. Novo Nordisk me semble un peu plus risqué, je pense. Un petit point quand même sur le graphe. On est monté quand même des mois, voire des années grâce aux sémaglutides et au traitement de Eli Lilly. On a atteint un plus haut. On consolide, on dégrade un peu, mais finalement, ces niveaux clés, 724, 796, sont joués, sont rachetés. Et là, on ressort en cette fin de semaine. On avait des échecs autour de la moyenne à 200, autour des 830, 840 dollars. On les casse. On les casse jeudi. Et vendredi, on confirme. Alors, il y a toujours ce petit gap à 896, mais dès qu'on reviendra au-dessus des 900, ce sera plutôt favorable. Donc, on voit qu'on est quand même en train de faire le travail pour ici faire la congestion, l'accumulation et redémarrer sur Eli Lilly. Donc, on est plutôt acheteur sur cette valeur-là. Ford, on va regarder un peu les valeurs automobiles. Ça va pas très bien sur Ford. Mais le support ici des 9.5 environ, il est acheté. Il est acheté au mois d'avril 2021, il est acheté au mois de juin 2022, il est acheté en octobre 2022, en décembre 2022,
en novembre 2023, en août 2024, et là on est dessus en février 2024. Donc on voit que cette ligne-là, quand même, c'est le support par excellence de Ford. Donc éventuellement, si on voit un petit rebond la semaine prochaine pour un retour de Ford, il y a quelques volumes, ça peut se jouer. Le graphe est quand même plutôt moyen parce on voit ces échecs sur moyenne à 200 aussi. Mais à court terme, pour jouer peut-être le rebond technique, voir un peu mieux si ça s'améliore, on reparlera après de Tesla hein, avec les émissions de CO2 notamment, hein, et les constructeurs classiques qui ont du mal, qui vont devoir hein, payer peut-être des amendes. Mais là, il y a eu des... On en reparlera avec Tesla. Peut-être un report sur ces amendes-là, donc ce sera à surveiller. Géo Group, on en parlait aussi hier ou avant-hier, éventuellement une épaule tête-épaule à faire. Là aussi, je pense qu'il faut prendre ses bénéfices sur Géo Group. On a fait 140% rapidement, on a fait autour des 100% ici entre novembre et décembre. C'est sur les centres pénitentiaires et psychiatriques aux États-Unis. Ils vont bénéficier probablement de nouveaux contrats hein, avec Trump. Je pense une grosse partie a déjà été jouée. Hein. Ici, on cotait sur les 14. On a explosé sur les 36. Quel potentiel de hausse maintenant, une fois qu'on a eu les élections et qu'on a eu cette progression monstrueuse. On arrête difficilement plus haut. Donc, je n'y crois plus trop maintenant. Harmony Gold. C'est une des minières les plus intéressantes en termes de performance. On a aussi des canadiennes qui sont intéressantes. Harmony Gold, oui, on le voit, les rachats sur 8,26. Ici, dans l'ellipse, à chaque fois, racheter. La moyenne à 200 qui remonte. Et puis, quand on revient encore sur ces niveaux-là, c'est racheté. On est sur la résistance ici à 12,29. Donc, c'est pour ça que, à très court terme, c'est pas idéal. Hein. Forcément, c'était mieux ici début d'année. Mais l'or est toujours plutôt haussier. On va certainement se diriger vers les 3000 $ l'once d'or, donc on est autour un peu plus des 2008. Les minières devraient continuer de performer, notamment les plus intéressantes et celles qui dégagent le plus de marge, et Harmony Gold en fait partie actuellement par rapport à d'autres minières hein, qui ont un peu plus de mal. Le seul souci là, c'est qu'on est un peu haut, donc l'achat il se faisait plutôt au mois de janvier. Mais si on est dessus, je pense qu'il faut tenir encore quelques mois. HubSpot, donc dans les CRM hein, et logiciels entreprises, on a cette belle dynamique ici qui avait été créée novembre 2024. Le gap haussier, et derrière on monte. On casse les plus hauts 1 à 1, mais on se rapproche. Et c'est ça un peu le souci sur HubSpot. On se rapproche du plus haut ici post-Covid, hein, où pas mal de secteurs un peu bureautiques et tech avaient monté sur les 866. Il y aura peut-être des grosses prises de bénéfices qui vont arriver ici. Donc je pense qu'investir maintenant, c'est pas forcément le mieux. Par contre, si on a un retour ici sur les 693, hein, les 700 en gros, parce qu'on le voit, hein, ça a fait une belle congestion ici, on n'y est pas revenu tant que ça pourrait éventuellement s'acheter, parce que le cours est quand même plutôt haussier sur HubSpot. Intel, ils sont à la rue, ils ont fait beaucoup de licenciements. Le seul point intéressant qu'on peut avoir sur Intel, c'est éventuellement une OPA, totale ou partielle de la part hein, d'Elon Musk. Ça a été dit dernièrement qu'il pourrait racheter une partie ou la totalité des actions d'Intel. Ils ont pris du retard, notamment dans l'IA. Donc moi, j'aime pas cette action, j'aime pas ce graphe. On l'avait dit ici, hein, épaule, tête, épaule. On casse la ligne de coup derrière le gap baissier. C'est la catastrophe, on s'y attendait. Donc on casse la moyenne à 200. Les rebonds, ils sont de plus en plus faibles. Il y a que éventuellement la rumeur de rachat hein, qui pourrait rebooster le titre, mais pour l'instant le titre ne fait que baisser, donc attention. À l'inverse, IBM ils sont très bien. Alors, je crois qu'ils ont un PER de 24, ce qui est assez faible hein, pour ce secteur qui a fait beaucoup d'efforts dans l'IA notamment, et peut-être aussi dans le quantique dans les années à venir. Donc les résultats qui ont été achetés, elle est encore pas tant valorisé que ça hein, par rapport à d'autres du même secteur. Donc, pour moi, c'est toujours acheteur sur IBM. Les 235 ici,
On pourrait peut-être y revenir à court ou moyen terme, mais ce sera à acheter. Il y a une tendance qui pourrait même se mettre en place encore de manière plus dynamique. Donc à savoir quel scénario on va avoir, mais je pense qu'à moyen terme, IBM, ils vont continuer, hein, ils vont certainement dépasser les 300 $. Donc toujours plutôt favorable. À court terme, on attendra peut-être la fin de cette congestion. Mais si on tient facilement ces niveaux-là, les 247, il faudra passer à l'achat, sinon revenir sur les 235 et acheter. Johnson & Johnson dans le secteur de la santé, là aussi, le beau support à 143, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, c'est racheté à chaque fois. Petit point négatif, c'est le canal baissier, on le voit hein, entre l'oblique rouge ici qui descend et l'oblique blanche. Alors, on a quand même des rachats sur support fixe. Et donc, éventuellement, c'est ça, hein, c'est jouer cette phase ici pour redémarrer. Donc, on est un peu dans la certitude sur Johnson. Est-ce qu'on va réussir ce scénario-là? Ou alors, hop, revenir sur support et finalement, hop, aller encore plus bas avant de confirmer un peu le canal baissier. Donc, je pense qu'il faut être observateur et voir ce qui va se passer ces prochaines semaines sur cette valeur. McDonald's, le gap baissier. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On a du mal. Le support à 295, on est un peu dessus là. On l'avait déjà bien enfoncé. On a quand même eu un rachat intéressant ici sur moyenne à 200. Mais quand même sur McDonald's, qu'est-ce qu'on voit? On voit un canal baissier qui est en train de se mettre en place. Est-ce que le rebond ici sur support va être suffisant? Je pense qu'il faudra casser d'abord un peu cette oblique pour revenir sur le titre. Là, c'est pareil, ça demande encore pas mal de construction. Meta Platform, alors c'est une des plus intéressantes au niveau des grosses tech américaines et des grosses capitalisations parce qu'elle elle déçoit très peu. Elle a beaucoup d'argent gagné hein, sur la publicité aussi. L'IA et le ciblage de publicité qui lui fait gagner des marges intéressantes. Donc Meta Platform, on le voit, on est toujours au-dessus de la moyenne à 200 depuis février 2023. Ça fait 2 ans. Hein. On n'est jamais revenu dessus. À chaque fois qu'on a des corrections, on est toujours au-dessus. Et ça repart. Donc sur Meta Platform, elle donne quand même des signaux super forts, super favorables. Un trend following intéressant parce qu'on n'a pas non plus une envolée stratosphérique. On a plutôt une tendance très forte mais soutenue. Donc plutôt toujours acheteur sur Meta Platform. Là aussi, le court terme, pas forcément idéal parce qu'on est sur des plus hauts historiques et puis on n'est pas sur des petites zones de congestion. Mais dans une optique moyen-long terme, oui. Sinon, des rachats. Sur les 600 ou 637, hein, si on y revient, ça semblerait cohérent. Micron Technologies, donc j'avais fait un dossier sur Micron, notamment sur les mémoires. DeepSeek est passé par là, a fait un peu chuter le titre, mais on a fini par combler le gap à 90. On accumule. Il y a toujours quelques gaps baissiers, mais on voit qu'on a eu une belle réaction aussi. Donc pas de panique outre mesure hein, par rapport à aux données affichées par DeepSeek. L'IA. Et les puces, on en a parlé notamment des puces à haute bande passante, mais pas seulement. Il y a aussi le secteur PC qui revient, qui peut aider Micron Technologies. Donc il y a fortement attendu en 2025 pour une progression du chiffre d'affaires. Donc là aussi, sur Micron, moi je suis toujours dessus, je suis toujours à l'achat. Et on aura certainement une validation hein, quand on viendra casser les 105, 110 une nouvelle fois. Pour l'instant, on est en période un peu d'accumulation et de range entre les 85 et 115. Ça fait un peu penser au graphe d'Opéra, hein, vous regarderez, mais avec ce très haut. Et puis après cette période ici d'accumulation avant un redémarrage. Microsoft, c'est un peu la même chose que Alphabet, que Amazon. Les investissements dans l'IA qui sont jugés beaucoup trop importants, donc les résultats sont un peu vendus. Après, on se rend compte que finalement, Microsoft, ils ont quand même une position dominante sur plein de domaines, qui continuent à faire de l'argent. Donc, ça peut être intéressant. Et puis, la valorisation, elle n'est pas monstrueuse non plus, par rapport à certains qui ont des PER stratosphériques. Donc,
acheter Microsoft maintenant, ça me semble pas une grosse erreur quand même. On a bénéficié d'une grande hausse, notamment 2023 et début 2024. Et là, ça fait un moment qu'on fait plus rien. Ça fait bien 6 mois qu'on est sur ces mêmes niveaux-là. La digestion s'est faite, donc on devrait avoir baissé justement les ratios, les ratios de PER par rapport aux résultats qui sont élevés. Bah, plus on avance dans le temps, plus on redevient à des niveaux raisonnables, et donc ça permet au cours de repartir. Donc moi, je suis aussi acheteur sur Microsoft. Là, on est en dessous de toutes les moyennes, mais on voit qu'il n'y a pas de tendance sur les moyennes. Elles sont stables, les plus longues, depuis quasiment 6 mois. Donc on est neutre en attendant un redémarrage éventuel sur cette valeur-là. MicroStrategy, donc c'est la valeur qui achète beaucoup de Bitcoin, qui fait des émissions d'obligations, des emprunts pour acheter du Bitcoin. Alors là aussi, le jour où le Bitcoin va avoir du mal, MicroStrategy, ils vont s'effondrer, mais pour l'instant, il y a une telle hype sur le Bitcoin qui est portée à la fois par les États, qui autorisent un peu le Bitcoin partout, qui font des réserves stratégiques, les entreprises s'y mettent, donc à court terme, voire à moyen terme, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir sur le Bitcoin. On est plutôt toujours largement haussier, donc cette valeur-là aussi devrait suivre les tendances du Bitcoin. Et on est dans cette phase un peu d'accumulation, donc on regardera éventuellement le graphe du Bitcoin pour analyser plutôt les mouvements de MicroStrategy, mais c'est évidemment corrélé au cours de l'arène des cryptos. On est sur des niveaux d'accumulation plutôt rationnels ici. Même si le Bitcoin descend, évidemment, MicroStrategy va descendre, mais on attend le dépassement des 110 sur le Bitcoin, et une relance qui devrait pousser le titre à la hausse aussi, donc plutôt favorable. Netflix, impressionnant ce que fait Netflix. La hausse du nombre d'abonnés. Alors maintenant, ils ont dit qu'ils arrêtaient de communiquer sur le nombre d'abonnés. Ça veut peut-être dire qu'ils sentent que le vent va tourner et qu'ils arrivent à une masse critique en termes de nombre total d'abonnés qui vont avoir du mal à augmenter. Il y a eu aussi l'implémentation de la pub sur la plateforme, donc notamment pour faire plusieurs offres avec et sans pub. Ça a plutôt bien marché. On a différentes séries aussi. On a eu le catch, on a peut-être la Formule 1 aussi qui va arriver. Donc Netflix, il continue de proposer pas mal de choses. Pour l'instant, ça marche, mais là, on arrive quand même sur des niveaux, $1000, des niveaux de valorisation assez importants. Parce qu'on était sous les $200 il y a 2-3 ans. On met des gaps haussiers quasiment tous les 3-4 mois qui sont jamais comblés. On est à 36% entre la moyenne à 200 et le cours. Alors c'est pas si énorme que ça. C'est un peu important, mais c'est pas... Par rapport à d'autres qui explosent, c'est pas encore énorme. Là aussi, on a mis un gap récemment, un gap qui n'a pas été comblé. Donc toujours plutôt haussier sur Netflix, mais quid de la suite et de la progression sur le titre. Cette annonce sur la non-communication du nombre d'abonnés, ça me fait dire qu'on va peut-être quand même arriver à la fin de la hausse sur la valeur. Alors évidemment, on a déjà bien progressé. Techniquement, on reste haussier. Il faudra peut-être attendre un début de consolidation sur le titre. Si on est dessus, je pense que les 950 en support ou en stop loss peuvent être intéressants, éventuellement à monter plus tard, mais pour le moment, si on est dessus depuis un moment, c'est le niveau qu'il faut garder. Pour rentrer maintenant, éventuellement en court terme, pareil, avec des zones ici. Mais ça veut dire qu'on est prêt quand même à perdre 6-7%. Nike, non. Nike, pas tellement. Si on veut jouer plutôt les équipementiers sport, il y a Adidas qui fonctionne très bien en Europe. Nike, ils ont des chiffres relativement mauvais. Le graphe, on le voit, catastrophique. On a le plus bas Covid ici à 56 et un point intermédiaire autour des 68. On a rebondi ici sur les 68 et on y est actuellement. On est en train de les enfoncer. Le graphe est toujours baissier. On met gap baissier sur gap baissier. Donc, à très court terme, si lundi on a un chandelier vert pour jouer le rebond technique sur support à 68,9,
éventuellement. Sinon, non, c'est baissier, il faut éviter. Nvidia, là aussi, le gap baissier, hein, notamment sur DeepSeek. Qu'est-ce qui se passe après? Quelle est la force? On se raccroche à la moyenne à 200 et on revient. Il m'a encore changé les couleurs. Et on revient au-dessus. Et on ne comble pas. Alors, hop, ce gap-là, il n'existe pas. Et on ne revient pas, pardon, sur l'ancien support autour des $100 sur Nvidia. Donc on voit quand même qu'il y a une belle force, hein. Sur une valeur qui a énormément monté, qui est peut-être bien valorisée. Finalement, pas survalorisée parce que la panique, la chute, qui aurait pu amener beaucoup d'investisseurs à se dire bon, là je prends mes bénéfices, c'est trop. On a bien monté déjà sur Nvidia ces dernières années. Là, il y a un peu de concurrence. On se rend compte que finalement, c'est plutôt racheté, éventuellement une opportunité de marché, et ils font toujours partie des leaders incontestés. Donc moi j'y vois un signe de force ici sur le titre. Alors ça fait un moment, hein, c'est pareil, ça fait 6 mois, un peu moins, octobre, novembre, décembre, janvier, 5 mois qu'on fait pas grand chose, mais finalement pendant ce moment-là, les moyennes remontent, les PER aussi vont s'ajuster, notamment s'ajuster à la baisse, et ça va redevenir intéressant pour repartir, je pense. À court terme, on surveillera, hein, ce qui se passera. Éventuellement une petite cassure ici vers les 140 ou 130, mais on reste plutôt favorable, hein, sur le moyen terme sur Nvidia. Oracle aussi devrait bénéficier, hein, des investissements dans l'IA. Alors on le voit, une grande progression évidemment, comme beaucoup en 2023 et 2024. Le plus haut atteint le 9 décembre 2024. Et puis derrière, beaucoup de volatilité avec gap haussier, gap baissier, réaction sur moyenne à 200. Qu'est-ce qu'on peut jouer sur Oracle? On voit qu'on a une belle réaction ici sur la zone de gap. Donc pour l'instant, on tient. On va travailler certainement à cette zone-là, mais qui est une zone assez long terme. On le voit, et à la fin ici, on est au mois de mai 2025. Et ici, août 2025. Donc on est dans une temporalité assez grande. Le jour où on revient combler le gap à 181, on sera certainement acheteur. Sinon, on achètera plutôt le bas à 152 pour jouer un rebond sur Oracle. Palantir, alors elle a un PER assez monstrueux. C'est notamment ceux qui traitent les données du FBI et de la CIA. Ils ont des contrats avec beaucoup d'entreprises gouvernementales américaines. Gap haussier, gap haussier, gap haussier, gap haussier. Elle n'arrête pas. On dépasse les $100. On a gagné quand même, hein, par rapport au dernier. On était où là? On était au mois de novembre. 159%. Et là, en 3-4 jours, une semaine, 33%. Oui, c'est certainement survalorisé, mais tant que le marché n'a pas décidé de prendre ses bénéfices, on peut toujours aller plus haut. Donc sur Palantir, c'est un peu une licorne, hein. C'est des choses qui font rêver, qui n'arrivent pas souvent, mais quand ça arrive, c'est difficilement explicable. Le rapport aussi avec la moyenne à 200, hein, on est à 152%, donc on voit qu'on est quand même sur des niveaux complètement aberrants, mais qui peuvent toujours continuer un petit peu. Donc les stop-loss autour de 99 ou un peu en dessous, hein, sur la zone de gap. On peut éventuellement accompagner la tendance. Oui, c'est survalorisé, mais ça peut encore peut-être taper les 120, 130, 150 avant de baisser. On a toujours beaucoup de volume, beaucoup d'achats, donc techniquement ça reste haussier. PayPal, alors la fête est finie sur PayPal, j'ai l'impression, hein, qu'on est revenu sur ces niveaux-là. Alors le retournement moyen long terme, il est plutôt acté, hein, depuis l'été 2024. Petit gap haussier ici au mois de septembre. Échec sur les 93, et puis là on le voit, hein, le phénomène de résistance qui se met en place, un essoufflement. Et derrière, gap baissier. Donc à partir d'ici, hein, du 3-4 février, on est baissier sur PayPal. Baissier court terme. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'on rend et sur quoi on rebondit. Si on rebondit sur les 76 et qu'on a éventuellement une petite phase ici de congestion qui va coïncider avec la moyenne à 200, qui va revenir ici et qu'on repart, le graphe, on reste haussier. Hein, donc à court terme, certainement un peu de prise de bénéfice.
Mais à moyen terme, il faudra voir la réaction du cours et puis les niveaux hein, sur lesquels on va se placer. Donc on attendra la baisse de volatilité sur PayPal et un redémarrage pour se replacer. Et s'il n'a pas lieu ici, hein, si on va plus bas, bah on attendra peut-être ce même phénomène sur les 68. Et puis s'il n'a pas lieu, bah, ici. Donc on attend d'avoir ce phénomène de faible volatilité, de congestion et de redémarrage. Pepsi, c'est moche, c'est super moche. Alors l'après-Covid, c'était la fête. Et puis sur les 186 vendus, 183 vendus, rebond technique 179 vendus, on est un peu en dessous vendus. Et puis surtout on fait un M là dernièrement. Entre les 157 et 179, hop, on fait le M. Et quand on casse le M, bah, c'est mauvais. À l'inverse du W, hein, quand on fait un W et qu'on le casse, c'est le W de la win. Là, c'est le M du mauvais. Donc, on casse ici et on continue notre graphe baissier. On a un petit rebond technique à 155, mais qui est encore en dessous des 157. On reste baissier sur Pepsi. Il n'y a pas trop de niveau éventuellement. Ceux-là, 140, 142. Ah, on est dessus. Mais pour avoir un rebond fort, ouais, c'est plutôt à oublier quand même cette valeur-là. Pinterest qui a donné des résultats largement au-dessus des attentes. Donc, c'est des résultats qui ont été achetés avec un gros gap haussier. On va voir quand même le pourcentage. Hein, plus 19%. On est monté à plus 21%. Avec une petite mèche basse, on le voit. Un gros gap. On est au-dessus de la moyenne à 200. Donc, sur Pinterest, les volumes sont là. Les investisseurs sont favorables. Là aussi, hein, il y avait la publicité et puis un changement de stratégie un peu sur Pinterest, sur la publicité qui avait bien fonctionné et puis des abonnements aussi payants qui avaient été plutôt rémunérateurs. Donc oui, on le voit, c'est moyen long terme, ça reste, ça semble être intéressant sur Pinterest. Faudra voir quand même la force la semaine prochaine, parce que si on a un début de chandelier rouge et qu'on commence à revenir sur le gap, c'est pas terrible. Par contre, si on a la force de construire ici et de redémarrer, je pense que ça peut être intéressant. Donc surveillez ce que fait le marché la semaine prochaine. Reddit, donc oui, il fallait acheter le gap hein, sur Reddit fin octobre, début novembre. C'était les 104 qu'il fallait acheter. Maintenant, on est sur les 225. Donc là aussi, alors c'est une action qui a été mise en bourse récemment, hein, mars 2024, donc on n'a pas trop de recul dessus. On vient quand même de faire 114% assez récemment, assez rapidement. Et avant le gap, on fait 171%. Ça fait beaucoup. Normalement, il y a un moment où on prend ses bénéfices hein, aux alentours des 100%. Alors là, on est un peu dans une envolée. C'est pareil, moi je montrais les stops si je serais dessus. On voit quand même ici un cours qui pourrait revenir entre les 150 et les 188. Donc à court terme, je serais prudent parce qu'on pourrait revenir par là assez rapidement. Snowflake, belle réaction de Snowflake notamment au mois de novembre avec un gap haussier. Sur le moyen long terme, ça peut être intéressant. On voit notamment ici une grosse rentrée de volume par rapport à ce qui s'était fait dernièrement. Le gap, on casse la moyenne à 200, on casse toutes les moyennes. Donc là, on a quand même un signal très fort sur Snowflake. On gap à 160. Derrière, on y revient une deuxième fois et c'est racheté. On a les moyennes les plus longues qui sont en train de se retourner à la hausse. Éventuellement un range entre 160 et 180. Mais je pense qu'à moyen terme, on devrait au moins aller sur les 205 et peut-être combler le gap à 226. Donc on voit quand même qu'il y a eu des belles rentrées, il y a eu un changement de dynamique sur Snowflake, hein, c'est dans le cloud notamment, et ça mériterait de taper les 200 et plus hein, en 2025. Donc là aussi, on est plutôt acheteur sur Snowflake. Super microcomputer, ils font un peu peur. SMC, non. On a cassé ici les 65 en août 2024, gap baissier, derrière on fait que baisser, les rebonds techniques sont de plus en plus faibles. Alors la chose positive, c'est qu'on revient sur un gros niveau ici qui était juste avant l'explosion de SMC, entre les 23 et les 35, donc peut-être un prix juste,
À voir si on arrive, alors hop, éventuellement par là, à, à accumuler et à repartir au-dessus des 35 en cassant l'oblique de correction. Et pour l'instant, ça donne pas envie et ça fait franchement peur. Tesla, donc oui, on en parlait. Alors il y a les constructeurs, les principaux constructeurs automobiles, notamment les thermiques les traditionnels, qui sont un peu en train de pleurnicher auprès de la Commission européenne et autres. Notamment, il y a la CAFI qui gère un peu les émissions de CO2 et qui permet un niveau d'émissions de CO2 et au-delà duquel on prend des amendes. Donc il faut vendre beaucoup de... Enfin, je crois que c'est 25%, enfin il y a un pourcentage minimum qui doit augmenter dans le temps en termes de thermique et d'émissions de CO2. Et si vous les dépassez, bah, vous prenez des amendes. Et donc, les constructeurs auto, notamment hybrides ou électriques surtout, comme Tesla, eux, comme ils ont zéro émission, ils peuvent vendre des crédits d'émissions de CO2 aux autres entreprises. Donc ça peut leur apporter de l'argent. Alors là, le problème, c'est que on a un peu tous les traditionnels hein, américains et européens qui sont en train de pleurnicher en disant oh, on n'a pas assez de temps. Alors ça fait des mois ou des années qu'on les prévient. Et bon, on n'a pas assez de temps pour se mettre en place. On n'arrive pas à en vendre. Alors c'est vrai que d'un côté, il y a eu des aides de l'État, mais qui ont été rabotées, voire supprimées pour la plupart. Donc les ventes d'électriques qui coûtent quand même très cher, les véhicules électriques ne se font pas. Donc ils demandent des délais supplémentaires. Là, ça pourrait être un petit point négatif pour Tesla parce que ça représenterait quand même une masse importante d'argent et de rentrée. Ces crédits de CO2 qu'ils pourraient vendre aux autres constructeurs automobiles. Hein. Ils étaient regroupés en poules notamment. Et il y avait Mazda, je crois qu'il y avait des Japonais aussi qui étaient avec. Donc à voir comment ça va évoluer. Je crois que les discussions sont en cours et ça devrait déboucher fin février, voire début mars. Donc c'est pas tout de suite. Mais si les constructeurs auto obtiennent gain de cause, ça va remettre à plus tard hein, ou baisser les niveaux de CO2, enfin augmenter les niveaux de CO2 autorisés. C'est-à-dire que l'argent éventuellement gagné ou que pourrait gagner Tesla va être moins important. Donc on va voir si... alors ils font des lois hein, pour baisser les émissions de CO2 et puis après ils les tiennent pas. Ils donnent pas les aides qu'ils avaient créées. Ils les retirent. Donc d'un côté on tire un cap à droite et puis après la main gauche elle va à gauche donc on fait n'importe quoi donc c'est difficilement compréhensible quand même ce que fait à la fois l'industrie auto et la Commission européenne là-dessus. C'est un jour on va à droite un jour on va à gauche c'est n'importe quoi. Au niveau de Tesla, le rebond hein, avec notamment l'élection de Trump, et on l'avait dit, attendre la consolidation pour se replacer sur Tesla. Moi j'avais mis cette petite ellipse ici parce que je visais quoi? Je visais notamment une zone autour des 313. On parlait des 380, c'était pas sûr de rebondir et on l'a vu, les 380 on les a cassés. Donc là on va revenir peut-être dans la zone qui m'intéresse, à savoir les 313. Alors on a même l'ancienne zone de gap à 265 qui là devrait être super intéressante à acheter, mais bon, pas sûr qu'on y revienne. On voit au niveau des indicateurs, notamment la MACD, on revient sur la ligne des zéros, on peut encore aller encore plus bas, donc c'est pour ça, hein, c'est cette zone-là que moi je vise, les 313 notamment, et puis l'oblique RSI, où on va de plus en plus bas, hein. On était monté super haut au RSI, plus de 81, là on est à 37, on va peut-être aller sous les 30, hein, on verra, mais là aussi il faut attendre, ici, le travail, dans un niveau assez faible au niveau du RSI et la cassure, l'inversion de tendance. Est-ce que ça va arriver maintenant? Est-ce que ça va arriver sur les 313? Est-ce que ça va arriver sur les 265? C'est ces niveaux-là qu'il faudra acheter qui seront intéressants parce qu'on pourra jouer, je pense, une deuxième vague sur Tesla. Alors, il y a ce problème d'émissions CO2 hein, géré par la CAFI et puis il y a aussi quand même pas mal de projets. Les robotaxis qui devraient être au Texas notamment, hein. Il y a d'autres projets aussi qui sortiront pour Tesla, donc c'est à surveiller. On a quand même pas mal baissé hein, sur la valeur. On a baissé 25%, un quart de la valeur en 2 mois. Donc on va revenir sur des niveaux intéressants, je pense, à acheter sur Tesla. Texas Instruments.
Euh, Texas Instruments, non, parce que alors, on avait ce canal haussier hein, plutôt favorable ici, le plus haut à 220. Puis on a commencé à décrocher rapidement, retour sur la moyenne à 200, et puis là, échec. Gap baissier, et derrière, on le voit, hein, gap baissier à 192, on n'arrive pas, et on descend de plus en plus bas. Donc, à mon avis, on va aller certainement jouer les 172. Et là, est-ce qu'on aura une réaction ou pas? On voit que c'est un niveau clé, hein, 172 environ, pour peut-être un redémarrage. Mais à court terme, on va plutôt aller comme ça hein, sur Texas Instruments. Éventuellement jouer ce rebond-là, mais on reste baissier là. Sous toutes les moyennes, on a éventuellement mis une tendance assez négative sur le titre, peut-être les 162. United Health, dans les assurances santé notamment, alors il y avait eu l'assassinat hein, d'un des dirigeants d'United Health notamment qui avait fait beaucoup parler. Là aussi, on a une figure assez grande avec des rachats assez bas hein, sur les 430. On a des niveaux bien travaillés, 530, 540, c'est les niveaux sur lesquels on est actuellement. Et la moyenne à 200 qui pour l'instant fait obstacle. Hein. On l'a cassé ici au mois de décembre. Le rebond, il se fait échec au mois de janvier. On va le noter. Ici, là c'est pareil. Fin janvier, on y revient, mais on n'arrive pas à vraiment la dépasser. Hein. On est dessus. Donc pour l'instant, on est toujours en échec. Alors le point positif, c'est que les plus bas sont de plus en Hop. Les plus bas sont de plus en plus hauts. Donc on a quand même une tendance comme ça qui est en train de se mettre en place, une sorte de biseau ascendant. Mais on sait que les biseaux ascendants, généralement, quand on les casse, ça augmente la volatilité et la dynamique. Mais pour l'instant, on est dedans, donc on va dedans. Si on casse à la hausse, oui, on pourra acheter, mais si on casse à la baisse, pas terrible. Donc là aussi, il faut attendre, je pense, sur United Health, de voir ce qu'elle va faire ces prochaines semaines, parce qu'on est sur des niveaux clés. Visa, il profite notamment de la force du marché américain, du marché de l'emploi et du pouvoir d'achat des ménages américains, avec beaucoup de transactions. Donc, on en a parlé, hein, tant qu'on n'a pas un ralentissement au niveau des chiffres macroéconomiques, on serait toujours plutôt favorable sur Visa. Est-ce qu'il va arriver ou pas? On est plutôt sur un ralentissement de la croissance, mais toujours sur de la croissance quand même aux États-Unis, donc plutôt favorable. Là aussi, on commence à partir en torche, donc attention. Mais on est quand même dans un marché haussier, gap haussier, toujours pas comblé. On avait le retour ici sur les 302 qui s'achetaient. Plutôt rester. Rentrer maintenant, ça me semble un peu risqué parce qu'on est un peu haut. Il faudra voir un peu la santé hein, du dynamisme américain. Mais pour le moment, plutôt rester, conserver si on est dessus. On va pas acheter, hein, c'est super haut. Niveau MACD, RSI, on n'en achète pas ces niveaux-là. Et Walmart, c'est un peu la même chose, c'est les supermarchés américains. Est-ce que ça vaut le coup? Walmart peut-être plus, parce que si on a une baisse de l'inflation aux États-Unis, ça devrait se répercuter sur le pouvoir d'achat américain et donc continuer les achats, notamment hein, sur Walmart et autres. Walmart qui s'est aussi énormément investi dans l'intelligence artificielle et la gestion des stocks, la gestion des marges. On en parlait avec Vision Group notamment. C'est en train de devenir, c'est plus un épicier, c'est presque une entreprise technologique maintenant. Donc, elle a des graphes d'entreprise techno. Là aussi, super impressionnant. Il y a un moment où ça va consolider fortement. Ça coïncidera, je pense, plus ou moins avec le ralentissement de la croissance américaine. Pour l'instant, on n'a pas trop ces chiffres-là. Hein. La Fed ne veut pas baisser les taux parce qu'on a toujours un marché de l'emploi super fort aux États-Unis. Donc, pareil, plutôt rester. Acheter maintenant, ça me semble pas le meilleur. Fallait acheter le gap, comme souvent. Hein. Ici, on a le petit gap sur les 85. Fallait l'acheter si on voulait rentrer. Maintenant, on a perdu 17%. Hein. Donc, là aussi, éventuellement, retour sur les 95 dans quelques semaines. Ça pourrait être intéressant. Hop. Mais là, c'est un peu haut. Et Walt Disney. Alors, les chiffres de Walt Disney qui étaient bons. On a fait un gap haussier. On est allé sur la résistance à 118. Et puis, en cours de séance, ça a été vendu. Derrière, on est en train d'accumuler.
Faut voir le phénomène qui va se passer. Tant qu'on reste au-dessus de l'oblique rouge ici, ça me semble favorable parce qu'on est quand même dans une période dans le triangle, dans la congestion. Si on travaille ici et qu'on repart vers le haut, pour moi, ça devrait être positif. Et vu les chiffres de Walt Disney, ça mériterait d'être acheté. On a le gap haussier, alors le deuxième, parce qu'on en avait déjà fait un au mois de novembre. On en refait un début novembre, puis mi-novembre, qui a tenu la période de conso, le rachat, les résultats. Les résultats ici, sur le 5 février. Plutôt acheteur. Donc si on ne revient pas sur les 108 et qu'on casse à la baisse, on est en phase de construction. Et puis le jour où on revient, certainement, on peut noter ce niveau-là, à peu près. Les 113, en gros, si on revient au-dessus des 113, 114, signal positif et ça devrait aller vers le haut pour Walt Disney. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. On a fait un petit point sur pas mal de grosses valeurs américaines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, j'y répondrai. Bon trade, à plus!